Messieurs, distingués invités, chers organisateurs, c'est avec une profonde gratitude que je me mets devant vous pour prononcer cette allocution et remercier Mamadou Dieng que je ne connaissais pas du tout avant. On a commencé à interagir juste à travers les réseaux sociaux. On parle de leadership, lead sen. Je pense qu'on ne doit pas oublier que des pays comme le Rwanda, des pays comme l'Afrique du Sud, ont été reconstruits simplement sur la base de leadership très fort incarné par deux personnes, Nelson Mandela et le président Kagame. C'est de ça que nous avons besoin dans notre pays, qui aujourd'hui traverse un tournant très très important. Souveraineté économique et patriotisme, c'est le thème de ce jour. Patriotisme, souveraineté ne veut pas dire fermeture. Le monde aujourd'hui, il est ouvert. Et ceux qui gagneront, ce seront ceux qui seront les plus compétitifs. C'est ceux qui arriveront à changer leur système de création de valeur. Mais ce seront surtout ceux qui seront à l'écoute du monde. Il faudrait qu'on soit très conscient que ce sont les hommes qui font les transformations. Et les hommes qui font les transformations, ce seront les hommes qui seront dotés de leadership capable de transformer les sociétés. Je disais récemment à un ami que toutes les personnes dans l'administration publique nommées doivent suivre des cours de leadership. C'est à ce niveau que ça se passe. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie parce que nous parlons de transformation, parce que nous parlons de construire un autre Sénégal. Les thématiques que nous allons aborder doivent sortir en étant des forces de proposition pour les pouvoirs publics, pour que ça ne soit pas simplement un panel de plus. Ce que je peux dire aux jeunes de notre pays, c'est que l'avenir se construit avec vous. Mais un avenir, il se construit essentiellement à travers un leadership fort incarné par des aînés comme moi, par d'autres qui sont prêts à nous accompagner. Donc le premier panel aujourd'hui va porter sur l'agriculture, sur l'agro-industrie. Dans le plan de transformation Sénégal 2050, notre pays ambitionne deux choses importantes. D'être le grenier de l'Afrique, c'est ce qui est dit dans le plan de transformation du Sénégal 2050, mais d'être également un régulateur. Depuis les années 1960, on fait exactement les mêmes choses. Depuis les années 1960 plutôt, on continue à importer. Et c'est heureux que nous ayons dans ce panel des gens qui ont travaillé dans le secteur, qui se sont donnés corps et âme pour faire bouger les choses. Je vais vous parler de Cheikh Tidiane Sy. Cheikh Tidiane Sy est ingénieur agro-industrie de formation. Dans un passé très lointain, il a travaillé dans la banque. Aujourd'hui, il dirige Takamul Food, qui s'active dans la transformation de la tomate, avec 500 emplois directs, avec également des menaces. Cheikh va nous présenter ce qui se fait dans Takamul Food. Ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'il est également membre fondateur du think tank GES. Il est également rédacteur. Il est surtout membre du syndicat du patronat, parce qu'on va parler du secteur privé. Donc, il est membre actif du bureau exécutif du Conseil national du patronat. Je vais demander à Cheikh de venir s'installer pour la préparation du panel. Après Cheikh, il y a Modou Fall. Modou est entrepreneur. Il est fondateur, directeur général d'IANOVA, un cabinet spécialisé dans le conseil en stratégie d'industrialisation et d'innovation, avec un accent particulier sur l'agriculture. Modou Fall a été directeur général du cabinet Aske Conseil pendant très longtemps. Il a accompagné un leader agro-industriel dans la structuration de toute la chaîne de valeur lait. Il a également, ce programme concerne toute la chaîne de valeur et c'est un investissement de près de 49 millions de francs CFA. Il a mis en place une innovation majeure en ce qui concerne le fonio, qu'il va nous présenter et qui peut avoir un impact très important sur la structuration de la chaîne de valeur fonio. Je vais demander à M. Modou Fall de bien vouloir venir se présenter. Okay. Je ne sortirai pas du fonio. Je vais parler de M. Ibrahim Seydi. Seydi est économiste financier. Il a travaillé à la Banque mondiale. Il a travaillé à la BAD. Il a accompagné beaucoup d'États du Sénégal.
Il a formé une entreprise qu'on appelle Dandou Agro Business, une entreprise africaine qui évolue dans le domaine de la sécurité alimentaire, en pratiquant l'agriculture biologique et intelligente. Mais M. Seydi est surtout le président de la société de coopérative des acteurs de l'Agropole Sud. On parle beaucoup de l'Agropole dans notre pays. Je pense qu'avoir Seydi sur ce panel va également nous aider à mieux comprendre. L'Agropole Sud, c'est une société de services intelligents à forte valeur ajoutée qui regroupe surtout plus de 300 sociétés actives dans la mise en valeur des produits agricoles de la Casamance naturelle. M. Seydi, vous voulez bien venir vous présenter. Voilà. Je vais terminer par Madame... Voilà. Je vais terminer par Madame Aminata Ndiaye Loum. Madame Aminata Ndiaye Loum est directrice financière et comptable de la Sonacos. Elle a une passion très profonde pour tout ce qui est agro-industrie, qui a bercé son enfance. Elle est entrée à la Sonacos dans les années 2000, elle a gravi tous les échelons. Elle est passée maintenant directrice administrative et financière de la Sonacos. Sonacos qui va fêter ses 50 ans cette année. Sonacos, dont le directeur général est là, qui nous a fait l'honneur d'être là, il est arrivé de la Mecque avant-hier, qui est en train de faire des transformations structurelles. Je pense qu'on a vu cette année beaucoup d'usines de la Sonacos qui étaient fermées, qui ont pu redémarrer. C'est un grain d'espoir. L'ambition de la nouvelle direction de la Sonacos est d'être un acteur engagé dans l'objectif de la souveraineté alimentaire que s'est fixé le nouveau gouvernement. Je vais demander à Mme Aminata Ndiaye Loum de bien vouloir venir se présenter. Merci. J'ai terminé par elle, mais je vais lui faire l'honneur de lui poser peut-être la première question. Après plusieurs années d'arrêt, l'année 2050 a vu la Sonacos redémarrer ses activités et certaines usines qui ont été à la base de cette reprise ont été saluées par les populations. Qu'est-ce qui a expliqué les arrêts et comment devons-nous arriver à pérenniser cette mutation? Cela veut dire ce qui s'est passé en 2025 soit seulement un prélude d'une reprise régulière des activités de la Sonacos. Vous avez la parole. Chaque Sénégalais a un lien vraiment avec la Sonacos. Pour faire tourner les usines, en 6 mois, on a embauché plus de 2000 saisonniers, sans compter plus de 55 milliards vraiment qu'on a injectés auprès des producteurs pour acheter la collecte. Sans compter également tout ce qui tourne autour des transferts des graines, de la mise de la transformation c'est bon? D'accord. Tout ce qui tourne autour de la remise à niveau des usines avec des prestataires, des artisans qui interviennent. Donc c'est pour dire que Sonacos draine vraiment énormément d'emplois au sein du pays. Cette transformation a été possible grâce à un leadership qui est arrivé en juin 2024, ça fait maintenant 1 an exactement, et qui a inculqué au personnel un esprit de transformation, de remise en cause et de changement pour les faire sortir vraiment de leur chantier battu. Parce qu'il faut dire que Sonacos est une société qui a maintenant 5 ans. C'est pas du tout facile de remettre en cause les habitudes, les pratiques que nous avions. Mais je pense que ce leadership est en train de faire ce travail-là et les gens sont conscients, ont à l'esprit là où nous voulons aller, c'est-à-dire rester leader pour tout ce qui concerne la collecte et l'approvisionnement de l'huile pour les Sénégalais. C'est un changement de mindset qui est en train de se faire. C'est pas facile. Il faut des ressources pour faire les machines, mais également ce changement de mindset, ce leadership-là est très très important et a amené aujourd'hui la Sonacos à revenir sur le plan économique, sur le plan de l'approvisionnement de l'huile sur le marché sénégalais. C'est très important et tout ça, c'est grâce à un leadership qu'on le doit. Se souviennent de la SIB, se souviennent des usines de Lindiane, se souviennent des usines de Djombel,
et de Dakar. La Sonacos, je pense, c'était vraiment un fleuron de l'économie de notre pays. Mais je pense, comme elle l'a dit, il y a eu un nouveau leadership. Un leadership qui est incarné par l'actuel directeur général de la Sonacos, Elhadji Ndane Diagne, qui est venu du secteur privé, pour venir embrasser le secteur public. Je pense que ces mutations sont très importantes. Je pense que ça aurait été bien qu'il nous explique un peu quelles sont les transformations structurelles qu'il a mis en œuvre pour arriver à ces changements profonds au niveau de la Sonacos. Je vous passe la parole, je vous prends en découvert. C'était même pas prévu que je sois là aujourd'hui. Donc j'avais demandé à Mme Loum de venir représenter la Sonacos. Et voilà que mon grand frère m'oblige à prendre la parole. Je pense que c'était assez important pour moi d'être là aujourd'hui parce que le fait de célébrer vient de parler de leadership. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que cela. Et je pense que le président Sarro, bien le docteur Sarro en a parlé tout à l'heure. Il y a eu des changements extraordinaires qui ont été réalisés à de très grands niveaux et à de très grandes échelles à travers simplement un leadership, une vision. Des gens qui ont pu tirer eux seuls toute une nation, toute une population, tout un système. Je pense que c'est ça le génie de l'humain. C'est pourquoi que j'ai vraiment tenu là. Je devais rentrer normalement le 16. J'ai pu m'arranger pour pouvoir rentrer avant le 16 en fait. Je voulais vraiment rester incognito. Donc, débusqué. Et parlons maintenant de la question qui vient de poser. Je pense que d'abord, je vais dire que je suis venu avec mon expérience du privé. Je n'ai jamais auparavant travaillé dans le secteur public. Je suis en train d'apprendre. J'apprends tous les jours. Mais en apprenant, je passe par toutes les étapes, de toutes les émotions. Et si je vous dis que parfois, littéralement, j'ai envie de pleurer, littéralement, parce que le secteur public est extrêmement difficile. Et puis, on vient dans une société où on trouve des gens qui ont plus ou moins, je vais dire, qui se sont fossilisés dans un système de telle sorte que c'est devenu leur zone de confort et leur demander de sortir de cette zone de confort, leur demander de réfléchir différemment, leur demander de faire les choses différemment, des choses qu'ils ont connues pendant 5, 10, 15, 20, 30, jusqu'à 35 ans, ça n'a pas été facile. Pour vous dire que je me suis assis sur le sol une fois à expliquer à un collaborateur qui a 35 ans d'expérience sur une chose, pour lui expliquer comment le faire différemment. Donc, ce n'est pas aussi évident que cela. Mais je pense que avoir un peu, je ne dirais pas d'obstination, mais je vais dire d'opiniâtreté pour essayer de faire bouger les lignes, je pense que ça peut apporter quelque chose. Je ne voudrais pas personnaliser ce qui s'est fait, ce qui a été réalisé par la Sonacos, pour dire que c'est de ma personne, parce que ça dépasse ma petite personne. Il y a toute une équipe derrière qui ont voulu aussi me suivre. Peut-être que je leur ai proposé quelque chose auquel ils ont adhéré et ils ont suivi, mais le plus difficile, c'est encore et encore la constance dans ce changement. J'aime bien quand on dit que la seule constante, c'est le changement. La seule chose qui doit rester en constance, qui doit être toujours perpétuelle, c'est le changement. Et on est en train d'y travailler et à faire bouger les lignes, et à changer chaque jour et encore et encore et à évoluer. Bien sûr, on ne peut pas évoluer dans un cadre comme ça sans prendre des repères. Et je pense que pour des repères, on en a. Il y a vraiment des références dans ce pays. Je ne veux pas jeter toute la lumière sur le docteur Sarro parce que je pense qu'on a assez parlé de lui aujourd'hui. Mais pour passer du privé vers le public, c'est un challenge très difficile. Pour faire changer les mindsets, c'est très difficile. Mais si on a aussi un core team, c'est-à-dire un noyau dur qui est prêt à vous accompagner, notamment Mme Lou que j'ai trouvé là-bas,
qui aujourd'hui, même à mon absence, c'est elle qui dirige le comité de direction. Et les autres directeurs disent qu'avec elle, le comité est bien organisé. Donc elle fouette un peu les garçons. Donc on a au moins un noyau sur lequel on peut compter, sur lequel on peut reposer, qui nous aide à tirer aussi le reste de l'équipe. Je pense que c'est un travail d'équipe. Moi, je crois profondément au travail d'équipe. Ce n'est pas une seule personne qui peut faire avancer les choses. On essaie de venir avec notre expérience, notre volonté, notre bonne foi et notre engagement pour faire avancer les choses. Merci beaucoup. Il n'appartient pas à une école, à une administration publique, mais à un ensemble d'acteurs qui veulent tirer le pays vers le haut. C'est pour ça que, monsieur le directeur général, je vous félicite. Et je vous demande surtout d'apprendre pas à avaler des couleuvres, c'est petit, mais des boas. Parce que les difficultés ne font que commencer. Malheureusement, ça marche comme ça. Je vais passer à cher Tidiane, DG de Takamul-Food. Il a une grosse expérience de banque avant de passer dans la filière tomate, sur lequel il est en train de faire un excellent travail. Le président de la République était dans la zone nord, je pense hier et avant-hier, je pense qu'il y est toujours encore aujourd'hui. Monsieur le directeur général, je voudrais juste savoir comment maximiser la filière tomate ou bien la filière en général, la filière agricole, pour dépendre moins des importations. Je sais qu'aujourd'hui, Dagana était une ville qui était très réputée. Le Sénégal arrivait à produire beaucoup de tomates. Mais maintenant, je voulais savoir, d'après votre expérience, votre vécu, vous êtes passé de la banque à l'agriculture, donc vous êtes vraiment sur toute la chaîne en termes de connaissances. Comment on peut arriver à maximiser la transformation des produits et à réduire de façon significative nos dépendances par rapport aux importations? Merci. Je me réjouis d'abord de cette invitation que M. Dien a bien voulu nous faire l'honneur. Venir discuter de notre filière et vous féliciter vous aussi pour cette marque de reconnaissance de par le travail que vous avez réalisé tout au long de votre parcours dans le public et dans le privé. Vous avez été un aîné pour nous. Pour répondre à votre question, la filière tomate, c'est aujourd'hui 2500 hectares avec les producteurs, c'est 15 000 acteurs avec qui nous contractualisons et qui cristallisent 5 à 6 actifs pour chaque producteur, donc 80 000 personnes qui vivent de cette filière. C'est 90 000 tonnes à 100 000 tonnes il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on se retrouve avec 50 000, 60 000 tonnes de tomates à triturer et à compléter le reliquat par de l'importation de triples concentrés à partir de la Chine, ce qui est une aberration dans la mesure où nous sommes dans un pays où nous avons toutes les conditions pour produire de la tomate, la transformer et même exporter du triple concentré. Malheureusement, nous en sommes à importer quasiment 60% de nos besoins en matières premières. Takamul-Food, qui est le dernier né des 3 industriels, nous existons depuis 2011, est venu un peu compléter cet arsenal transformationnel. Mais nous n'avons pas pu mieux faire que nos 2 aînés, je peux les citer, la Socas et la Groline, qui sont là depuis, ACOS qui est là depuis 1970. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette contre-performance? La filière tomate est souvent considérée comme la filière la mieux organisée au Sénégal, de par l'existence d'une banque qui finance, d'un comité national de concertation, donc d'un interprofessionnel qui est bien organisé, qui lance des appels d'offres pour l'achat de semences et d'intrants, d'un encadrement avec la SAED, donc d'un ensemble, d'un arsenal institutionnel bien établi depuis des années qui permet à l'industrie, à la filière de performer. Malheureusement, nous avons des contraintes techniques. Aujourd'hui, il y a un manque de professionnalisation des producteurs qui fait que
les rendements de l'ordre de 30 tonnes à l'hectare sont largement en deçà de ce qui se fait partout dans le monde, où nous avons des rendements de plus de 80 à 100. Il y a des pays même qui vont jusqu'à 120 tonnes à l'hectare. Au Sénégal, nous faisons 3 fois moins, ce qui est problématique. Le financement ne suit pas. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on réfléchit souvent au Sénégal trop filière, on ne réfléchit pas les interactions entre filières. Aujourd'hui, la tomate est dans une zone où elle est en interaction avec la filière riz, qui a ses contraintes, et donc qui pèsent, lesquelles contraintes qui pèsent sur la tomate. Aujourd'hui, la Banque agricole, pour ne pas la citer, qui est le principal bailleur de ces filières, aujourd'hui est confrontée dans une situation où les contre-performances du riz se répercutent sur la tomate, alors qu'on sait que la tomate est plus rentable pour le producteur. Dans la vallée, on dit souvent que la tomate nourrit le riz. Donc pour atteindre l'autosuffisance en riz, il va falloir, disons, booster la tomate pour permettre aux producteurs d'équilibrer leurs comptes. C'est une parenthèse, mais pour dire qu'aujourd'hui, il y a des contraintes de financement qui pèsent sur la tomate et dont l'origine n'est pas en réalité les comptes performants de la tomate, mais qui viennent des comptes performances de la filière riz. Des contraintes techniques aussi, des contraintes financières qui se répercutent par des contraintes techniques, parce que lorsque le bailleur ne finance pas ou ne finance pas tôt, cela se répercute sur le non-respect du calendrier cultural, qui crée des baisses de rendement et qui se répercute sur la production finale. Donc, globalement, aujourd'hui, nous avons, et c'est là où il y a l'espoir, c'est de dire que nous avons la possibilité, disons, en tout cas, il y a un potentiel aujourd'hui d'amélioration de la production qui est là devant nous et ce qu'il faut aller chercher. C'est pourquoi nous, au niveau de Takamul, nous avons, à la suite, comme vous le savez, on a eu un incendie en 2021 qui nous a permis, par notre résilience, de revenir avec un modèle économique qu'on considère plus performant. Cette année a été notre première année de reprise, où nous avons créé une filiale agricole pour être un agrégateur au niveau de la zone de Mbane, où nous allons essayer de tirer par le haut les producteurs, en créant un hub de la tomate dans la zone où nous sommes établis, en termes de mise à disposition de matériel végétal plus performant, donc en termes de variété, mise en place de pépinières pour permettre aux producteurs d'avoir un matériel végétal en qualité, mais aussi à temps, pour respecter les calendriers culturels. Nous avons mis en place donc cette filiale agricole pour produire du triple concentré. C'est une filiale agro-industrielle qui va nous permettre de produire de la matière première pour nous, d'abord, bien entendu, mais aussi pour les autres industriels qui sont au Sénégal et peut-être, dans un avenir proche, aller dans la sous-région. Parce que comme vous le savez, dans les pays de la sous-région, il y a des industries de tomates, mais qui importent du triple concentré, comme nous le faisons ici au Sénégal. Aujourd'hui, il y a un marché captif à aller chercher dans cette zone. Voilà un peu, en résumé, ce que je peux dire sur la filière tomate. Et nous sommes dans une phase aujourd'hui de reprise pour aller de plus en plus dans une dynamique d'augmentation de la production de tomates, mais aussi de la transformation structurelle de cette filière en allant vers l'augmentation de la matière première et aller sur des sous-produits de la tomate qui sont bien consommés dans le pays. Merci beaucoup, M. Alors, je pense que les problèmes, ils sont là. C'est les rendements qui sont faibles, c'est le problème du financement de la filière, c'est les contraintes techniques qui sont importantes. Je pense que parmi les contraintes techniques, il y a un aspect peut-être que M. le directeur général n'a pas voulu souligner, c'est, je pense, le coût de l'énergie. L'énergie, c'est le principal facteur bloquant dans ce pays. Si on ne règle pas le problème de l'énergie, on n'avancera pas. La Côte d'Ivoire est à 12 cents par kilowattheure. Le Ghana est à 11 cents par kilowattheure. Le Sénégal est à 18 cents par kilowattheure. On ne peut pas être compétitif
dans ces conditions. Il faut aller dans les, je pense dans les changements de fonds. Je vois également l'innovation majeure, être agrégataire de la zone, travailler en amont pour assurer son approvisionnement, mais également exporter dans les autres pays. Et je pense qu'en vue de la ZLECAf, je pense qu'il y a une grosse opportunité dans notre pays. Ça peut ouvrir des portes. Mais si on n'est pas prêt, si on ne règle pas tous ces problèmes de financement, tous ces problèmes, toutes ces contraintes techniques, tous ces rendements qui sont faibles, ce qui va se passer, c'est qu'on va être envahi par les autres. C'est ça. Et on risque de disparaître. En tout cas, merci beaucoup pour la clarté. On va revenir, je pense, sur la deuxième question, sur quelque chose, sur d'autres points qu'on va aborder avec vous, Monsieur le Directeur Général. Maintenant, je vais passer à Modou Fall, c'est le DG de Innova. Monsieur le Directeur Général, je sais que vous êtes en train d'initier un programme très important dans la filière oignon, dans la filière fognon, du moins, qui peut impacter beaucoup de populations, aussi bien le monde rural que même les consommateurs. Je voulais, en dehors de ce programme, qui est en fait, en réalité, une structuration d'une collaboration entre le secteur privé et le secteur public, en réalité, et l'État. Voilà, secteur public, secteur privé, que vous nous indiquiez un peu quels sont ces principes de fond qui peuvent permettre une relance efficace du secteur agro-industriel au Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Président, Docteur. Merci beaucoup à l'assistance pour votre présence massive à cet événement, à nos panélistes, que je salue au passage, Madame Loum, Monsieur Sidi, avec qui j'ai interagi sur ce sujet, qui a contribué aussi dans la conception, et Monsieur Si, que j'admire beaucoup, que je suis depuis très loin, et que je vois à travers nos parcours. Je suis issu du Dara, donc j'ai fait l'école coranique, et c'est par concours de circonstances que j'ai pu continuer. J'ai eu la chance de poursuivre, d'aller à l'école, parce que mon père pensait qu'il faut faire du commerce. Vous faites l'éducation religieuse et on vous apprend un peu, initié en français, et puis vous allez devoir faire du commerce. Mais en étant parmi les derniers, j'ai eu la chance qu'il a compris qu'il faut qu'on donne plus de latitude aux jeunes pour innover. Donc c'est par concours de circonstances que j'ai pu continuer mes études. C'est par concours de circonstances que j'ai eu à intégrer un cabinet international dans l'accompagnement, dans les transformations systémiques. Et c'est par concours de circonstances que je vous parle aujourd'hui, parce que mon métier de base, c'est le conseil en stratégie, que je fais toujours. Mais j'ai, ces 3-5 dernières années, eu à observer ce que nous avons tous eu à observer. J'ai accompagné l'État dans la conception de la stratégie d'industrialisation 2020-2035. Et dans ce processus, j'ai lu le premier plan de Mamadou Dia. Et je vais même vous demander, après vous allez télécharger le décret de 1979 du 7 juillet de Senghor, décret numéro 666. 963. Bon, mais c'est le décret, vous tapez décret Pami-Blé. Il est interdit aujourd'hui au Sénégal de faire du pain comme nous le consommons aujourd'hui. C'est interdit. Tous les pains que nous achetons doivent incorporer obligatoirement nos céréales locales. Et je vous demande de lire ce décret. C'est extraordinaire comment ça a été conçu. Parce que c'est aller au-delà juste de dicter une orientation, mais ils ont même préparé à l'intérieur de ces décrets, c'est comme le règlement technique, les spécifications, comme la norme. Donc le pain est normé, sa consistance, son poids, sa qualité. Aujourd'hui, ça fait partie du dispositif normatif. C'est une loi, c'est un décret plutôt, c'est un décret. Pourquoi je rappelle cela? Parce que en ayant déjà travaillé sur la partie politique de Mamadou Dia, alors Senghor par la suite, les mêmes exposés de motifs, c'est ce que nous avons aujourd'hui.
Dans ce décret, il est dit le Sénégal est dépendant des importations de blé. Et il est obligatoire pour le moment que l'État prenne les dispositions pour pouvoir faire la substitution aux importations. Et c'est assumé. Et l'État a pris les moyens à développer l'offre, a essayé de développer l'offre. Donc vous avez, moi j'étais pas encore né, mais il y a eu par le moment la création des boulangeries avec l'investissement de l'État. Donc l'État qui pousse pour développer l'offre. Mais la rupture que nous avons depuis ces différentes politiques, c'est la rupture systémique. Pourquoi Pami Blé ne peut pas prospérer aujourd'hui? On peut reproduire le même décret, l'imposer aux meuniers aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Même les filières les plus structurées comme la tomate, dont on a parlé tout à l'heure, c'est en train de reculer. Et ce n'est pas par le manque d'expertise. Même les paysans maîtrisent la filière. Il peut y avoir des contraintes de taille, des contraintes d'inefficacité par l'opérationnel, mais c'est une filière qui est connue. Il y a déjà un savoir paysan. Et il y a un savoir industriel. Il y a le marché. Mais ce qui fait que ça décolle, c'est un problème de système. On ne réforme pas au niveau des systèmes. Et ce n'est pas uniquement un slogan. Nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a regardé l'ensemble des contraintes qui sont listées et qui sont liées à ce système et qu'on a essayé de conceptualiser. On en a fait une innovation. Je vous donne juste l'image de la carte nationale du Sénégal. On a tous vu, d'accord? Vous pouvez le montrer sur l'écran ou sur une feuille. Mais ça, c'est représentatif, c'est l'échelle. Si on prend la carte et qu'on travaille à l'échelle du paysan, de par la taille des exploitations de moins de 2 à 3 hectares, il y a naturellement de l'inefficacité inhérente. Ce n'est pas possible. On peut essayer, on a essayé depuis les indépendances, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'où les questions, probablement, M. Sidi va y revenir, c'est la taille par l'agrégation. Il y a 2 moyens possibles. Il y a 2 modèles, mais c'est la même solution. Il faut que les grandes exploitations puissent exister. S'il y a déjà des terres, l'accessibilité à des terres et un privé qui vient, à qui on attribue les terres suivant des modalités, c'est un modèle. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et l'actuel régime a mis même une orientation qui peut rendre la disponibilité de grandes superficies pour l'agrobusiness beaucoup plus compliquée. L'autre option, c'est ce que nous avons testé l'année dernière en Casamance. Et cette année, on a même 500 hectares qui ne nous appartiennent pas. 500 hectares qui ne nous appartiennent pas. C'est l'agrégation, passer de l'agrégation de produits à l'agrégation du foncier. C'est ça l'innovation majeure que nous sommes en train de déployer en Casamance. Il s'agit de faire quoi? De venir à l'échelle. L'échelle de travail, c'est le village, des communes, ou même, on peut dire, les territoires. Mais on ne peut pas attaquer pour le moment les territoires. Mais l'idée, c'est que il faut un noyau d'agrégation pour être à moins à 500 hectares. Ça, on l'a déjà réglé. On a actuellement en liste 12 000 hectares potentiels. C'est-à-dire des villageois à qui nous avons présenté notre modèle et qui s'inscrivent sur la liste, nous disent « Venez, ce modèle nous intéresse ». Ce qui est plus intéressant, c'est comment on règle cette problématique à l'échelle communautaire. En venant, on ne crée pas quelque chose qui n'existe pas. On vient en écoutant d'abord qu'est-ce que vous faites. Comment vous faites pour mettre en commun les terres. Et dans certaines communautés, les terres n'appartiennent à personne. Ça appartient à la communauté globalement. Et en fonction de vos besoins, de vos capacités, on vous attribue temporairement. Donc, ça c'est mise à disposition temporaire. Et s'il y a déjà besoin que vous payez, donc ça devient une location. Vous venez, vous louez. Et ça existe même au nord du Sénégal. Deuxième option, c'est la coproduction Baïsédo. Venez, on a un contrat, ça c'est privé, un contrat synélagmatique de coproduction temporaire et on signe
Nous, en tant que privé, on amène les grands investissements, les équipements. On travaille avec des agronomistes pour sélectionner et mieux préparer les semences. Et on signe des contrats d'achat avec les producteurs. On est en train de discuter sur le sésame, même si le sésame n'est pas notre priorité. Mais il y a un acheteur qui s'intéresse au sésame. Cette année, on se focalise sur le fognon parce qu'on veut l'utiliser pour structurer une chaîne de valeur. Ça, c'est déjà réglé. Donc aujourd'hui, IA Nova a pu valider la possibilité en 18 mois de sécuriser du foncier sans pour autant passer par la réforme foncière dont on parle depuis les indépendances. On n'a pas besoin de réformer, de changer la propriété, la caractérisation des terres pour pouvoir faire une grande agriculture. Notre modèle le prouve. Ce qu'il nous reste à faire, il nous reste énormément de choses à faire. Et on est loin, loin, loin du bout du tunnel. Mais ce que nous avons réalisé à date nous réconforte et on apprend énormément aussi. On se fait accompagner, on a notre approche, notre vision, mais cette vision ne peut pas se réaliser en vase clos. Ce qu'il nous reste à faire, on a déjà sécurisé le foncier et il y a des perspectives d'aller plus loin, tout en ayant la maîtrise technique et opérationnelle. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'on a pu faire des analyses, des tests sur la possibilité d'introduire pour la première fois en Afrique des moissonneuses batteuses pour le fognon. La commande est même en cours d'être validée. On a pu valider techniquement des têtes de coupe dédiées qui permettent de faire la grande exploitation de fognon et des têtes de coupe qui peuvent non seulement faire du fognon, qui peuvent également faire du sorgho, qui peuvent faire du sésame et qui peuvent faire du riz. Donc ça ouvre des perspectives sur la réplicabilité de ce modèle. Maintenant, comment cela est intéressant pour nous? Parce que la problématique que j'ai posée plus tôt sur la petite hectare des exploitations qui posent des problèmes, on pourrait naturellement les résoudre. En accompagnant des entreprises, que ce soit dans la filière tomate ou d'autres, à partir de ce qu'ils savent faire, ce qu'ils maîtrisent, et juste de travailler sur le modèle de comment on peut aider à accompagner la sécurisation de l'amont, du foncier. C'est un modèle qui peut être répliqué dans toutes les chaînes de valeur, cette partie. Deuxième volet, le plus important, c'est qu'on a pu construire un modèle complexe. On est en train de parler de changement systémique, mais 100% à financement privé. On n'a pas besoin de subventions pour faire ce travail. Même pas de subventions pour les semences. Et pourtant, aujourd'hui, on a souscrit pour acheter les semences, on n'en dispose pas encore. Et l'hivernage a déjà démarré. Mais ce système, de par la conception qui change complètement avec les réalités, permet de résoudre complètement une bonne partie des contraintes liées à l'inefficacité de notre système agricole. Merci beaucoup. L'agrégation entre produits et fonciers. C'est cette agrégation entre produits et fonciers qui va être réglée. Mais vous avez souligné quelque chose de très important. Aujourd'hui, 80% des exploitations agricoles au Sénégal ont moins d'1 hectare de superficie. Et pour qu'on soit rentable dans ces conditions, c'est très, très, très difficile. Ça va être un problème d'économie d'échelle. Par contre, avant de passer la parole à M. Seydi, je vais quand même revenir sur une question qui me taraude l'esprit. Tout à l'heure, le directeur général Cheikh Tidiane a parlé du problème de financement qui se pose. Et à votre niveau, Modou, vous avez dit que vous n'avez pas besoin de financement, tout le problème de financement est réglé. Je ne sais pas comment, avec votre modèle, ce problème de financement est réglé. Et la deuxième question, c'est peut-être qu'il y a plus des possibilités, alors, si vous avez réglé le problème de financement, de synergie avec la filière tomate éventuellement. C'est ça, j'aimerais bien savoir. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui financent, c'est la LBA qui finance beaucoup l'agriculture. Et même vis-à-vis de ça, je me pose des questions. Pourquoi la BNDE? Pourquoi la LBA? C'est des banques d'État, toutes les deux. Et je pense que c'est bien que l'État pousse la réflexion plus loin dans ce cas de figure-là. Maintenant, je voulais savoir comment, à votre niveau, vous dites qu'il n'y a pas de problème de financement? En fait, on a une déformation professionnelle. On dit toujours que le financement est une conséquence de l'amont. Parce que quand on regarde du point de vue de la disponibilité et des lignes de financement, des instruments, du point de vue de l'offre de financement, ce que l'on a, c'est la capacité d'absorption. Si je parle de l'État, l'État dispose souvent d'un budget
pour accompagner l'agriculture. Et ce budget ne fait qu'augmenter depuis les indépendances. Et il y a d'autres bailleurs même qui peuvent faire plus à condition qu'on montre qu'on avance. Donc, ça c'est déjà un constat, un fait. Les banques sont là pour accompagner. Il y a bien sûr l'inefficacité, il y a également la difficulté de lever le financement, mais il y a l'accompagnement, c'est-à-dire il y a des projets qui se financent aussi. Il y a des projets qui, de par leur structuration, parviennent à lever des fonds. Moi, j'ai accompagné un agro-industriel qui a déjà conçu un modèle à lever 49 millions de dollars en blended finance pour financer l'amont. 49 millions de dollars sur le marché international. Donc, c'est ça dont je parle. Il y a la possibilité. Et nous, à notre échelle, ce que nous avons fait, on a structuré notre modèle pour que ça ne nécessite pas de financement de l'État, que ça ne nécessite même pas de subvention. Parce que on est tous consommateurs de riz. Souvent, le prix peut augmenter, peut baisser, mais à chaque fois que ça augmente, on rouspète, mais on achète et on consomme. L'État peut subventionner, mais on ne le ressent pas du tout. La même chose avec le blé. Donc, c'est un marché. C'est le marché qui est drivé de la demande. La demande est déjà là. Et nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a travaillé déjà sur toutes ces dimensions. Et au niveau de la levée de fonds, on a besoin, par exemple, de 300 millions de francs CFA au minimum pour une start-up qui n'a pas encore un track record. On n'a pas un bilan, on n'a pas encore commencé. Je vous parle de passage du bureau au champ. Mais on a testé à notre échelle. L'année dernière, j'avais travaillé beaucoup avec M. Seydi qui nous a accompagnés. Donc on était même dans la même zone à CFA. Donc c'est là où on a commencé avec 25 hectares testés et éprouvé que c'est possible de construire ce modèle d'agrégation. Et on a utilisé, dès le départ, c'était conçu pour que les banquiers puissent le financer, dès le départ. Et on utilise le levier de financement. Il y a des banques qui ont signé des conventions avec FONGIP pour pouvoir utiliser la ligne de crédit de FONGIP pour des projets structurants. Donc, le projet a été structuré dès le départ pour pouvoir capitaliser sur l'existant, le financement de FONGIP. Et on a sélectionné, on passe par la banque. Parce que l'avantage de passer par les banques, c'est quoi? C'est que si la commission de crédit d'une banque vous coche toutes les cases et vous dit il faut que vous régliez tel problème, ça donne de la crédibilité même à d'autres partenaires bancaires de se greffer dans ce type de financement. Et trouver des banques qui ont déjà réglé la problématique de coordination avec les mécanismes de mitigation des risques de l'État. Des banques, il y en a déjà qui ont déjà signé. Par exemple, vous pouvez demander à vos banques, est-ce qu'ils ont déjà signé des conventions avec des fonds de crédit, ça va être des fonds verts, des fonds pour gérer les risques de démarrage ou des risques d'extension. Il y a déjà des mécanismes de gestion d'une économie qui sont déjà, et la banque, les banques ont déjà constitué des partenariats avec ça. Ça, c'est le volet bancaire. Et même si la banque ne nous finançait pas, nous, on a déjà démarré. On a ouvert le capital, 15% de la société, et on a demandé, on a besoin de 30 tickets auprès de Sénégalais, et on a fait la tour de table, aux personnes, et on a demandé à ceux qui ont du réseau de nous accompagner. On a demandé à ceux qui peuvent acheter notre produit de montrer qu'ils seraient intéressés à les acheter. Donc on a fait la partie de l'entrepreneur et qui nous permet aujourd'hui, même si la banque ne nous finançait pas, on a ce qu'il faut pour démarrer et valider le modèle. Et l'année prochaine, on va continuer. Voilà. Donc là, ça montre qu'il y a déjà des opportunités réelles de transformation, passant de la conception, d'aller sur le terrain, de venir avec un projet solide, de le faire financer avec l'insuffisance de notre marché. Je vous parle de cas pratiques de l'insuffisance sans pour autant dire on va réformer le système bancaire. Avec l'existant, les mêmes banques qui sont considérées comme inefficaces ou qui ne financent pas, avec le FONGIP, le FONSIS, les dispositifs de l'État, avec leur insuffisance, on les reconnaît, mais avec ça, on peut faire des choses. C'est ça le point important à retenir. Merci. Maintenant, je me rends compte que vous êtes
dans la filière Fonio. Vous êtes en train de faire des innovations majeures, mais vous déployez également en Côte d'Ivoire. Je pense qu'avoir un acteur qui soit dans les deux pays, c'est important. Ça permet de savoir pourquoi ici et pas là-bas. Il ne faut pas rêver. Dans la zone UEMOA, nous sommes en mode guerre économique. Les investisseurs, ils vont là où ils gagnent plus d'argent, ils sont plus sécurisés. Mais avant de venir sur cette question, je voulais savoir, selon vous, quels sont les obstacles à la productivité de la filière agricole sur l'ensemble de la chaîne de valeur au Sénégal et comment on peut arriver à les surmonter? Merci bien, monsieur le modérateur, docteur Sakho, mon ami. Et je salue aussi le public, l'ensemble des participants et bien sûr les panélistes. Merci pour la question. Le problème de la productivité dans le secteur agricole est un problème crucial. Il est important. Moi, j'ai retenu 4 contraintes. En fait, j'ai fait un petit texte que j'avais demandé comme projet, mais je pense qu'après, on pourra l'avoir. Je parle aux organisateurs, vous pouvez effectivement le partager avec peut-être les participants plus tard. Je voulais le projeter. Les 4 facteurs que j'ai retenus sont les suivants. Mais je pense que déjà les 2 panélistes, la tomate et le fonio, en ont aussi parlé. Il y a une faible structuration des filières agricoles. Elles ne sont pas intégrées. En fait, quand on parle de chaîne de valeur, que ce soit le riz, que je connais bien, j'en ai fait dans le Wallo, le fonio, que je connais bien, je le fais en Casamance, la tomate, effectivement, je confirme qu'il nourrit le riz, absolument. Mais il n'y a pas une intégration. Ce que j'appelle par intégration, c'est d'abord les producteurs, les transformateurs et aussi même la commercialisation. Ça, c'est un facteur bloquant. Ça n'existe pas en général dans toutes ces filières, donc il faut en tenir compte. Il n'y a pas souvent de coordination. Un second facteur de blocage, c'est les infrastructures agricoles qui sont insuffisantes. Selon les régions, d'autres régions sont mieux dotées que d'autres. La Casamance, pendant longtemps, a été un peu le secteur pauvre. Ce n'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons aussi qui n'ont pas suffisamment d'infrastructures agricoles. Je compare ça à la Côte d'Ivoire, on va en parler après. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de pistes de production, il y a beaucoup plus d'infrastructures pour pouvoir traiter toutes ces questions de production agricole. Je pense à tout, au stockage du matériel, je pense à l'énergie. Tout à l'heure, le docteur Sakho en a parlé, ainsi de suite. Bien sûr, la valorisation même des produits, n'est-ce pas? Donc voilà un second facteur. Je n'ai fait que les énumérer, mais bon, c'est des thèmes génériques qui s'appliquent pratiquement à toutes les spéculations que nous voulons entreprendre. Le Sénégal a un potentiel, n'est-ce pas? Mais il faudrait qu'on arrive à lever ces contraintes. La troisième contrainte, oui, c'est le financement. Docteur, ça ne vous a pas échappé. Il existe, il pose encore contrainte. Parce qu'il faut qu'il soit souple, il faut qu'il soit adapté, il faut qu'il soit accessible aux acteurs. Je ne pense pas qu'on ait encore résolu ce problème. Peut-être il y a toujours des cas de succès, on peut noter quelques projets, mais c'est très difficile pour les PME et toutes les petites entreprises d'avoir accès à ce financement. De manière souple, j'entends bien, par exemple, si vous prenez en tout cas les chaînes de valeur. Je prends par exemple la chaîne de valeur, je prends un produit, je vais en parler plus tard, la mangue et l'anacarde par exemple. C'est des produits saisonniers qui ont besoin de financement pendant la période de récolte. Et les acteurs de la filière ont besoin de s'approvisionner pour toute l'année pour qu'ils puissent être fonctionnels.
Mais il n'y a pas forcément des outils et des financements adéquats pour les accompagner à des coûts intéressants pour avoir suffisamment de matières premières pendant la période de récolte pour pouvoir ensuite être en activité toute l'année. Il y a à faire encore, on en parlera, n'est-ce pas? Bon, moi, c'est vrai, je suis dans la filière Fognou, mais aussi je suis le président de la SOCAS, à ne pas confondre avec la tomate. C'est la société coopérative des acteurs de l'Agropole Sud. Effectivement, si vous voulez, c'est une coopérative qui regroupe plus de 300 agri-entrepreneurs de toutes les tailles et qui vont effectivement mettre en valeur les infrastructures au niveau de l'Agropole Sud qui sont en train d'être construites. C'est à Adéane, n'est-ce pas, à une demi-heure de Ziguinchor. On a 100 hectares là-bas. Le projet a été financé par la Banque mondiale et la BID, 100 millions de dollars. Bon, partenariat public-privé avec le gouvernement du Sénégal qui a donné sa garantie. Alors, sur cet endroit, nous voulons justement créer un écosystème qui prendra en compte l'ensemble de ces contraintes et essaiera de trouver des solutions pour effectivement augmenter la productivité de l'agro-industrie, parce que c'est de ça dont on parle, n'est-ce pas? Depuis l'amont, la matière première qui n'est pas en général suffisante, on a vu le cas de la tomate, jusqu'à la transformation qui pose aussi des problèmes, avoir des outils performants qui permettent de faire le travail. Le quatrième point, parce que j'ai dit qu'il y avait 4 contraintes, il y a le quatrième, c'est la déconnexion entre les politiques publiques et la réalité du terrain au niveau des projets. Très souvent, beaucoup de ces projets viennent du haut vers le bas. Les populations ne sont pas toujours consultées. Même dans le cadre de la mise en œuvre, nous-mêmes on en souffre actuellement. Dans le cadre de l'Agropole, il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé changer, mais le dialogue, la communication n'est pas toujours évidente, le jour au jour, avec les autorités. On ne va pas faire de langue de bois, n'est-ce pas, qui ne sont pas toujours accessibles pour pouvoir effectivement tenir en compte, les préoccupations des véritables acteurs. Donc, les projets qui réussissent, en tout cas, ça, c'est des analyses rétrospectives des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale et la BAD, sont des projets qui, dès le départ, sont co-construits avec les bénéficiaires. Donc, c'est un point important qu'on doit en tenir compte et renforcer un peu la communication efficace entre les acteurs publics et les bénéficiaires de ce genre de projet, d'une manière générale, dans l'agriculture. Donc, ça reste. Donc, en fait, là, je fais plus référence aux agropoles. C'est une bonne initiative, parce que, comme j'ai dit, ça permet d'englober quelques-uns ou de trouver des réponses, mais il faudrait augmenter la communication entre le public et le privé. Je vais en revenir, parce que la mise en œuvre de ces agropoles aussi a pris beaucoup de temps, et les bénéficiaires commencent à se décourager un peu. Donc voilà quoi, je vais m'en arrêter là pour le moment au niveau des politiques. Je reviendrai un peu plus tard, vous m'avez interpellé sur pourquoi effectivement comparer un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Oui, j'ai beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire, dans le riz surtout. On a des usines de riz en Côte d'Ivoire et j'en parlerai tout à l'heure. Pourquoi je pense qu'il y a quelques leçons à tirer de l'expérience ivoirienne et le Sénégal pourra bénéficier de ces leçons. Merci. Je reviens sur les 4 points. Le problème de faible intégration des filières, les infrastructures qui sont insuffisantes. Il y a des choses qui sont du domaine du rôle de l'État et que personne ne fera à la place de l'État dans tous les pays du monde, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Chine, que ce soit dans tous les pays du monde. Il y a certaines choses dans le domaine de l'agriculture qui dépendent du rôle de l'État et il faut que l'État joue son rôle là.
s'il y a une simple faille dans ce domaine, en général, ça devient assez compliqué en général. Il y a le problème du financement, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a surtout la cohérence des politiques publiques. Je pense qu'il a parlé d'une filière qui souffre beaucoup, c'est la filière anacarde. Toutes les usines de conditionnement d'anacarde en Casamance n'ont pas tourné. La raison, elle est simple, parce qu'ils n'ont pas de graines. En Côte d'Ivoire, il va en parler peut-être, et au Burkina, ce qu'ils ont fait, avant qu'on exporte une graine d'anacarde, on doit s'assurer que les usines de transformation locale ont assez de stock. Ce qui s'est passé cette année, comme ces pays ont fermé, ceux qui achètent de l'anacarde, c'est l'Inde en général, ils ont monté les prix. Ça veut dire si ceux qui sont dans la transformation achètent de l'anacarde, ils ne pourront jamais vendre. Donc toutes nos usines ont fermé et ce n'est pas sur une année, c'est sur 2 années que ça s'est passé. Ça s'est passé l'année dernière et cette année encore. Je pense que c'est pour ça que ça appelle à ce qu'il vient de dire, une cohérence, mais surtout, l'État décide comment nous allons faire. Le problème, c'est que ce n'est pas des pratiques qui datent d'aujourd'hui, c'est des pratiques qui datent de très longtemps. On fait la même chose de la même façon pendant plusieurs années, ça n'a jamais marché, mais si vous continuez à faire la même chose pendant plusieurs années de la même façon, naturellement, ça ne marchera jamais. Je vais revenir sur la série de questions 2, après on va conclure. Je reviens sur la Sonacos. Un excellent travail a été fait, je pense, depuis le nouveau directeur général est sur place. Maintenant, je voulais savoir, on parle beaucoup de plan de transformation Sénégal 2050. Quelles sont les réformes qui doivent être engagées par l'État pour permettre à la Sonacos de jouer pleinement son rôle? Assurer l'autosuffisance en huile, mais surtout être capable d'exporter, je sais que ça doit être possible, à la place de vendre les graines aux Chinois et après de dire on attend. Quelles sont les réformes majeures que vous attendez dans le plan de transformation Sénégal 2050 pour permettre à la Sonacos de mieux jouer son rôle? Je pense que vous avez posé exactement la bonne question, parce qu'on est tous d'accord que le niveau d'industrialisation du Sénégal qu'on avait dans les années 80 a beaucoup régressé. Je me disais que moi j'ai grandi au port, à Bel Air. Il y avait des usines comme la Sonacos, il y avait les Grands Moulins, il y avait la Somoa. Et je voyais vraiment l'activité qu'il y avait autour de ces industries-là. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de ces usines ont des problèmes. Et pour la partie agroalimentaire, en tout cas, la Sonacos qui joue principal pour la transformation des graines et a connu quand même des ces dernières années. Et ce qu'on attend vraiment de l'État, c'est d'abord une organisation de la filière. Parce qu'une filière qui n'est pas du tout organisée n'est pas pérenne. On constate au Sénégal, je pense qu'il y a un des panélistes qui l'a dit tout à l'heure, que les superficies cultivées, par exemple, pour l'arachide, sont faibles par exploitation. On est dans des exploitations qui sont autour d'1 hectare ou moins d'1 hectare. Et dans les réformes, il faut quand même qu'on intègre l'agro-business ou les cultures de plusieurs milliers d'hectares pour permettre à la production de l'arachide d'augmenter. On le voit quand on parle d'agro-business, on pense plutôt souvent à l'oignon, les pommes de terre. On ne parle pas beaucoup d'agro-business en matière pour la collecte, pour la production de l'arachide. Je pense que ces investisseurs-là pourraient booster la production avec les moyens, l'expérience qu'ils peuvent apporter aux populations. L'autre aspect aussi, c'est tout ce qui concerne la production des semences. Aujourd'hui, il y a un réel problème au Sénégal pour tout ce qui concerne les semences, particulièrement les semences d'arachide. C'est des semences qui ont fait le temps, qui ont été épuisées parce que la culture de l'arachide n'est pas d'aujourd'hui au Sénégal. L'État ou l'agenda transformation de 2050, je pense qu'ils sont là-dessus, devraient faire beaucoup d'efforts pour que les semences soient adaptées au sol, soient adaptées au climat du Sénégal et soient préservées d'abord. Parce que quand même, quand on exporte les graines de meilleure qualité. Et ces graines de meilleure qualité sont constituées par les semences. Après la culture,
il y a les huiliers. Parce qu'on ne peut pas parler de filière également sans parler des industries qui tirent cette filière. Pour l'argile, c'est les huiliers. Et aujourd'hui, on constate que tous les huiliers au Sénégal n'ont pas fonctionné à part la Sonacos sous ces 2 dernières années. Ça a été affermé, SS2I ne transforme pas, Copéol n'a pas fonctionné, n'a même pas fait de campagne cette année. Donc il faut de réelles mesures d'accompagnement de l'État vis-à-vis de ces huiliers-là. Pour le renouvellement du matériel, ça on est d'accord, et les rendements le démontrent. Il y a également un effort à faire pour renouveler le matériel industriel, notamment pour la transformation de l'arachide. Par exemple, pour le cas de Sonacos, c'est des usines qui datent de plus de 50 ans, même beaucoup plus, parce que Sonacos, quand même, c'est une entité qui regroupe d'anciens huiliers qui étaient présents au Sénégal. L'autre aspect aussi, c'est le financement. Mais pour moi, le financement pose beaucoup moins de problèmes, parce qu'une filière qui est bien organisée, qui est rentable, qui est à l'équilibre, attire les banquiers. Le problème qu'on a dans la filière arachide, c'est que les gens, ou bien les banquiers, n'arrivent pas à modéliser, ou dans leur projection, n'ont pas d'éléments de rentabilité ou de retour des fonds qu'ils ont financés pour la collecte des graines. Je pense que ça aussi, l'État doit faire un effort en demandant aux banques locales de s'intéresser à la campagne de collecte. Parce que vous l'avez dit, il y a la BNE, il y a LPA qui interviennent, mais les autres banques n'interviennent pas du tout. Les banques privées ou les banques, les multinationales n'interviennent pas du tout dans le financement de la campagne de collecte des graines d'arachide. Mais si cette filière, ou si c'est bien structuré, ils ont de la visibilité, nous avons confiance quand même qu'ils seront intéressés par ce type de projet. L'autre aspect aussi que l'État devrait faire, c'est d'encourager la consommation de l'huile de l'arachide au Sénégal. Parce qu'on importe, la consommation d'huile au Sénégal est aux alentours de 200 000 tonnes. L'huile d'arachide ne fait même pas 10% de cette consommation d'huile. On importe de l'huile de palme, on importe de l'huile de soja. Et dans d'autres économies ou dans d'autres pays, ce serait impensable qu'on importe ces types d'huile-là, surtout que c'est des huiles de moindre qualité par rapport à l'huile d'arachide. Et pour inciter les populations à consommer cette huile-là, l'État peut prendre des mesures de réduction de la taxe sur la consommation d'huile d'arachide en mettant une taxe de 5% ou de 10% pour quand même permettre aux producteurs ou aux industriels d'écouler l'huile raffinée d'arachide. Par exemple, quand vous allez en Chine, ils encouragent l'importation des graines. L'importation des graines en Chine est exonérée. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils veulent faire tourner leur usine. Et l'importation d'huile brute d'arachide est surtaxée. C'est une façon pour eux d'amener les industriels à importer les graines plutôt que d'importer l'huile brute. Ailleurs, il y a, non seulement il y a l'huile quand on produit, quand on transforme les graines, mais il y a aussi les tourteaux. Les tourteaux qui permettent de nourrir la volaille, c'est une filière qui est en pleine expansion aujourd'hui au Sénégal, et tout ce qui est le bétail. On importe aujourd'hui du tourteau de soja, alors qu'on a de l'arachide. Le tourteau d'arachide est meilleur que le tourteau de soja en termes de protéines pour la consommation animale. Donc sur ces aspects-là, il faut qu'on soit vraiment conscient qu'on a beaucoup d'atouts, mais on est en train d'exporter ces atouts en exportant les graines. Donc la nécessité vraiment pour l'État aussi de réguler les exportations de graines.
ça se passe ailleurs pour la noix d'acajou. Pourquoi on ne peut pas le faire au Sénégal? Cette année, ça a été le cas, effectivement. C'est pour ça que Sonacos a pu quand même remplir ses cours de veine au moins environ 150 000 tonnes. Ces 150 000 tonnes nous permettront de tourner et de faire fonctionner les usines pendant toute l'année, de créer des emplois et de mettre à la disposition de la population ces plus de qualité. L'autre aspect aussi que l'État devrait faire, c'est de, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est d'organiser cette filière. C'est une filière qui est complètement aujourd'hui désarticulée. Il y a des prémices qui sont en cours, il y a l'organisation du CENIA qui est en train de se faire. Mais au-delà de ça, on attend des réformes ou des actions plus importantes pour que l'arachide, en tout cas, qui est produit au Sénégal, soit transformé au Sénégal et consommé d'abord par les Sénégalais. Parce que c'est un produit qui est de meilleure qualité que ce qu'on importe. L'autre aspect aussi, professeur, que je voulais dire, c'est que quand on importe l'huile raffinée, l'huile de soja ou l'huile d'olive, des fois on l'importe déjà conditionnée dans des bouteilles et déjà dans des cartes. Donc, dans ça, quelle est la valeur ajoutée? Il n'y a aucune valeur ajoutée. Le commerçant ou le grossiste, il est dans sa boutique, importe ses conteneurs et il les écoute directement sur le marché. Il emporte une ou deux personnes, deux conversions, et puis c'est fini. Et ça, c'est pas vraiment c'est pas porteur d'avenir en tout cas pour le pays. Merci. En résumé, je pense qu'il faut se repositionner la Sonacos pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Mais moi, je vais ajouter un point important. Vous êtes dans un monde très compétitif avec des secteurs privés, avec un secteur privé. Je pense que si on continue à fonctionner de la même façon, Sonacos, ancrage institutionnel, ministère de l'élevage, et je pense que le ministère des Finances, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il faut permettre à cette société d'avoir une plus d'agilité. Cela veut dire, pourquoi ne pas ouvrir le capital au secteur privé national? Donner une partie au secteur privé, donner une partie à l'État, et ça permettra à votre direction générale d'avoir plus de latitude pour aller chercher les financements qu'il faut, pour faire les investissements qu'il faut, sans demander à l'État. Le gros problème, il est là. Aujourd'hui, le pays est en train de se désindustrialiser en réalité. Vous avez parlé de 3 huileries qui sont parties. La Soboa qui existe ici depuis 1929, si je me trompe, la Société des brasseries. J'ai reçu le directeur général il y a 2 semaines. Sa question, c'était de dire, il va apparaître à une réunion, on lui dit, est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on reste? C'est-à-dire, notre pays, il faut dire les choses, il est en train de se désindustrialiser en réalité, parce qu'on est très lourd. Un investisseur qui ne gagne pas d'argent, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en va. Je pense que c'est une question qu'il faut poser. L'administration en général est très réticente. Je ne sais pas pourquoi par rapport au secteur privé, mais je pense que la Sonacos et de la flexibilité permettrait de régler beaucoup de problèmes. Voilà. Avant de passer à la question je vais revenir au président Seydi qui était sorti tout à l'heure. Vous avez parlé des problèmes de filière. J'ai parlé de la filière anacarde. Sur la deuxième question, pourquoi la Côte d'Ivoire et pas le Sénégal dans la filière? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire offre de mieux que nous? Je dis encore une fois, nous sommes dans un espace communautaire, UEMOA. Produire à Abidjan, vendre à Bouaké, c'est la même chose aujourd'hui que produire à Abidjan et venir vendre à Dakar. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, un investisseur qui vient dans notre pays, il ne va pas en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il dit, je regarde ces 2 pays, je vais aller où? Et c'est comme ça que ça se passe. Quand on dit notre pays se désindustrialise, vous avez des gens qui disent, j'étais au Sénégal, je vais ailleurs parce que c'est plus simple et je pourrais avoir accès au marché sénégalais. C'est pour ça que Monsieur le Président s'est dit, je voulais savoir un peu pourquoi la Côte d'Ivoire et pas le Sénégal. Qu'est-ce qui vous pousserait, vous, à dire, moi, je préfère aller en Côte d'Ivoire sur la filière riz? Pour la question, ça va au-delà de la filière. Je pense que la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance sur le Sénégal en matière d'agro-industrie, de productivité. Et je retiens 3 facteurs de succès qu'on trouve là-bas et qu'on ne trouve pas. Bon, je les ai listés
à mon intervention que vous pouvez ensuite partager. Le premier facteur, bon, c'est connu, hein, c'est d'abord l'abondance et la diversité des matières premières. C'est important. C'est toujours dans la chaîne de valeur, n'est-ce pas? Premier producteur de cacao, producteur de café, EVA, palmier à huile, anacarde, j'en passe. C'est important lorsqu'on est dans l'agroécologie. Ils ont développé non seulement la production, mais la productivité même, des semences de très bonne qualité, une main-d'œuvre bien formée dans le secteur de la recherche, vous savez, les instituts de recherche. Je fais juste un appel du pied à mon ami qui est dans le fognon. Impossible de trouver des bonnes semences de fognon au Sénégal. Impossible. Impossible. Donc, la Côte d'Ivoire a réglé ce genre de problème des intrants, n'est-ce pas? Aussi bien le BA, le coton, la canne à sucre, j'en passe. Bon, ceci a permis quand même d'augmenter la contribution de l'agroalimentaire à 15% du PIB en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'on soit à ce niveau au Sénégal. Bon, il y a une autre chose. Le deuxième facteur que je retiens, c'est la fiscalité. Il est plus incitatif. N'est-ce pas? Les régimes fiscaux en Côte d'Ivoire sont beaucoup plus avantageux que dans le cas du Sénégal. Même le foncier dont vous parlez, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. N'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? Bon, on n'a pas le temps de développer, d'aller dans le détail, mais monsieur le modérateur, vous êtes à la bonne place, l'APIX pourra comparer avec son homologue ou bien son partenaire de la Côte d'Ivoire pour voir ces questions fiscales dont je parle, et de l'accès même aux terres et tout ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, ceci aussi peut attirer un investisseur à aller beaucoup plus vers la Côte d'Ivoire. Mais le troisième facteur clé, en tout cas moi qui m'a séduit, c'est une administration beaucoup plus réactive. C'est facile de voir un ministre en Côte d'Ivoire. Bon, on est entre amis ici, nous n'allons pas faire la langue de bois, on va parler clairement. Peut-être que quelques-uns vont se fâcher, mais je vais le dire. Ok? Il y a quelques mois de cela, le ministre de l'Agriculture, qui ne sait pas personnellement, est allé en Casamance et a visité le barrage d'Affinia. Il s'est rendu compte qu'il y a 12 000 hectares et qu'il y a de l'eau fraîche là-bas, il y a de l'eau propre qui peut servir à irriguer les terres. Et depuis 30 ans, ce barrage existe. Il s'est étonné. Pourquoi il n'y a rien n'est fait? Parce que, justement, il y a toujours eu beaucoup d'institutions publiques qui voulaient s'occuper de cette affaire, ça n'a pas marché. Je dis, ok, je fais appel au privé, que les privés viennent développer. J'ai pris la balle au bon, j'ai fait venir au Sénégal une grosse multinationale indienne spécialisée dans la production d'huiles essentielles. Les huiles essentielles, pour l'Inde, c'est important. Ça permet d'équilibrer la balance commerciale de l'Inde. L'Inde est un continent, vous le savez. Donc, on parle de milliards, on ne parle pas de petits chiffres ici. Ces gens sont venus, on est allé directement visiter les lieux, sont intéressés, ils veulent investir minimum en 10 et 15 milliards de CFA. Pas de problème. On appelle le ministre, je n'arrive pas à le joindre, je lui envoie un texto, je connaissais son conseiller juridique et son conseiller technique, copie, et j'ai continué à suivre parce que ces Indiens, vous devinez, n'ont pas le temps, ils sont là pour 2 jours, ils sont repartis par la suite. J'ai essayé, pendant leur séjour ici, de rencontrer ou le ministre ou un de ses collaborateurs proches pour recueillir déjà
les priorités du gouvernement et pour entendre ce que ces gens sont capables de faire et qui sont prêts à faire. Ces gens sont repartis sans voir ni le ministre, ni les collaborateurs. On m'a dit que le ministre était occupé à préparer la visite du président au nord du Sénégal. Ok, on va à l'étranger pour chercher des investisseurs qui vont venir. On vous apporte des investisseurs privés, vous n'avez pas le temps de les recevoir. Ça ne peut pas exister en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas. J'y suis depuis 15 ans, et même plus. Ils sont plus accessibles. C'est important. Donc, il faut qu'on fasse un effort à ce niveau. Et j'en profite, parce que comme on est en train, ça c'est dans le chapitre du patriotisme, et surtout pour nos jeunes leaders. Il faut beaucoup de choses pour attirer les investisseurs. Ces mêmes Indiens, quand ils sont venus, les Indiens n'ont pas besoin de visa pour entrer au Sénégal. Cependant, avec mon expérience de ces choses-là, j'ai quand même fait une lettre d'invitation pour prouver aux policiers de l'aéroport, quand ils vont venir, que quand même c'est des hôtes de marque et qu'on doit leur donner un traitement privilégié. Tenez-vous bien, je n'accuse personne. Ces policiers ont bloqué les passeports de ces Indiens en leur disant qu'il faut payer. Et pourtant, ils n'ont pas besoin de visa. Il faut leur donner de l'argent. Les Indiens ont dit non, qu'ils n'en avaient pas. Ils ont dit non, non, vous prenez vos cartes de crédit et vous allez retirer de l'argent dans le cas. Sinon, on ne vous donne pas vos passeports. Donc, je le dis, c'est tout simplement pour nos jeunes leaders. Il y a des choses, on se bat à plusieurs niveaux pour attirer les gens, pour changer. On a dit que cette réunion, c'est pour changer les choses, les mentalités. Il faut verser ça dans ce cadre-là, dans le cadre du patriotisme. Qu'on fasse attention. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Mais les gens qui sabotent les efforts des autres qui veulent faire, en tout cas, bouger les lignes au Sénégal, on doit avoir des moyens ou des caméras ou autre chose pour pouvoir les identifier et les sortir du système. Sinon, on ne va pas avancer. Merci. C'est qu'on est loin de ce qui se fait le meilleur dans le domaine. Nous avons une perception, malheureusement, dans notre pays, c'est qu'on pense que tout le monde veut venir au Sénégal. Et je pense que ça, c'est une très grosse erreur qu'on fait. On pense que tout le monde veut venir au Sénégal, qu'on est l'Eldorado. Et depuis qu'on a découvert du pétrole et du gaz, ça s'est malheureusement renforcé. Quand on parle de pétrole et de gaz, le Sénégal, c'est 100 000 tonnes par jour. Vous allez en Angola, c'est 1 500 000 tonnes, 1 500 000 barils, je dis. On fait 1 500 000 barils par jour en Angola, mais ils font tout pour faire venir les investisseurs. Nous, on fait 100 000 barils par jour. On pense qu'on est le centre du monde. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change de mindset. C'est nous qui avons besoin des investisseurs. Ce n'est pas eux qui ont besoin de nous. Et je pense que ça, c'est très, très important de le savoir. Je pense que c'est très, très bien. Ce serait bien de documenter ça. Je pense que vous l'avez documenté. Et je pense qu'on va faire une note. Mais ce qui est certain, c'est que ce pays, personne ne va le développer à notre place. Mais nous devons mettre en place les conditions qui favorisent l'investissement privé au Sénégal. Sinon, on n'y arrivera pas dans tous les domaines. Je vais terminer par le directeur général Cheikh Tidiane Sy. Avant, je vais passer à Modou, au directeur général de Innova. Quels sont les non, je termine par vous, monsieur le directeur général. Comment, selon vous, les politiques actuelles peuvent soutenir l'investissement et surtout l'innovation? On parle beaucoup d'innovation dans le domaine de l'agriculture, d'accord? Mais étant entendu, d'après ce qui vient d'être dit, quel que soit ce que vous faites en termes d'innovation, quel que soit ce que vous faites en termes pour améliorer l'investissement, si vous n'ouvrez pas la porte, si vous n'êtes pas accessible, vous avez des coûts beaucoup plus chers, vous perdez votre temps. Il y a des choses qui sont la base. Si on ne pose pas la base, on n'y arrive pas. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, nous avons les bases pour faire venir les investisseurs au Sénégal. Et c'est révélateur, et ça se résume en deux. L'État doit faire des réformes qui ne coûtent pas d'argent. C'est la seule chose à retenir. Des réformes qui ne coûtent pas d'argent. Et c'est en parfait alignement
avec l'expérience, l'anecdote que notre collaborateur Seydi a partagé avec nous. De part d'abord, du point de vue de l'écoute. Et on a souvent l'impression que le Sénégal, on n'a pas de champion ou de potentiel champion. C'est ça la première erreur. C'est d'abord que l'État les regarde, les voit. Les acteurs qui ont démarré sans attendre que l'État leur donne quoi que ce soit. On en a ici au niveau de la table. Comment aujourd'hui on peut laisser le secteur, par exemple, de tomates, la tomate, l'autosuffisance. Mais l'État peut atteindre l'autosuffisance sans pour autant y investir, ou très peu. En faisant quoi? En écoutant des réformes qui ne coûtent pas d'argent, en les écoutant et en leur demandant de co-créer eux-mêmes, de proposer à l'État une politique et des KPI à atteindre d'ici 2029. C'est une réforme qui ne coûte pas d'argent à l'État. La deuxième réforme, c'est l'écoute et la proximité. C'est très, très, très important. Nous, on peut avoir le patriotisme, la patience, quand on est entre Sénégalais, parce que c'est un devoir de contribuer au développement. Mais ce n'est pas des choses qui se passent avec des investisseurs, ou des investisseurs même qui sont au Sénégal, mais qui doivent rendre compte à leur groupe ou à leurs partenaires. Je vous donne un cas très simple, c'est le même cas, mais différent. Mais un acteur qui devait travailler avec l'État sur des contrats et qui devait respecter l'exportation vers l'Europe. Mais du fait qu'il y a eu de l'inaccessibilité pour des raisons quelconques, des décideurs qui doivent, parce que c'était des partenaires qui devaient financer, le partenaire avait besoin du portage institutionnel de l'État. L'absence de ce portage a fait annuler ce contrat. Parce que si c'est des bailleurs, il faut que, même si le financement va à un privé, si c'est dans un cadre de coopération, il faut que l'État le porte. Donc, si l'État ou l'interlocuteur au niveau du n'a pas mis en place les dispositifs pour pouvoir traiter ces cas urgents de création d'emplois, d'industrialisation, mais on est en train de perdre en compétitivité, on est en train de perdre en contrat sur le marché international. Et c'est des réformes qui ne coûtent pas d'argent. D'autres paliers de réformes qui ne coûtent pas d'argent à l'État, c'est d'abord de regarder au niveau des budgets des ministères et de prendre ligne par ligne et de se dire, est-ce que ce projet ou cette initiative qui est au ministère, est-ce qu'il y a des acteurs privés qui le font et qui peuvent le faire? Si la réponse est oui, l'État les transforme en KPI. Exactement ce que l'État a essayé de faire dans la réforme de l'eau. L'État n'est pas un exploitant des usines de traitement d'eau. Mais l'État recrute un privé, structure ça en PPP, signe des conventions, ce qu'on appelle des cahiers de charges, et fixe le prix. Et il y a un facteur, une entreprise qui est chargée de distribuer l'eau. Et même il y a une réforme, d'ailleurs, le président a joué un rôle extraordinaire dans ça, la réforme de l'eau et de l'hydraulique rurale. C'est un cas, c'est des KPI. On peut faire la même chose dans toutes les poches, dans toutes les filières de l'agriculture. Que l'État prenne, par exemple, une zone comme Adéan, dont le président Seydi a parlé tout à l'heure, et de dire, voilà les KPI que je veux en termes de création d'emplois. Je veux que cette zone, en 5 ans, crée 1000, 20 000, 40 000 emplois. Voici les filières que je veux prioriser ici. Quels sont les acteurs du secteur privé qui peuvent compétir et atteindre ces objectifs, et l'État suit. Et en faisant cela, l'État n'a même pas investi dans les barrages. Les barrages peuvent être transformés même en PPP et que les utilisateurs payent des redevances et que, in fine, l'exploitation paye pour le barrage. C'est des réformes qui ne coûtent pas d'argent. Mais encore une fois, c'est au niveau de comment aujourd'hui l'État transpose les principes qui sont déjà les nôtres et qui sont inclus dans la vision Sénégal 2050, de faire travailler le secteur privé national. À travers des cas pratiques, dans toutes les chaînes de valeur, dans toutes les filières, il y a déjà des acteurs qui sont déjà actifs, installés. Comment aujourd'hui on peut redynamiser, les accompagner à travers la commande auprès de ces acteurs? L'État
à travers sa proximité, son ouverture, en mettant en place un dispositif orienté création, mais avec des KPI de création d'emplois, des KPI d'inclusion, des KPI de partage, de solidarité dans les modèles économiques. Et on a déjà le dispositif. Il y a dans le système d'entreprise sociale et solidaire, il y a déjà le dispositif au niveau légal qui définit qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sociale et solidaire, et avec même la possibilité d'avoir le label. C'est un excellent instrument que l'État peut utiliser en transposant l'opérationnel. L'État sort de mise en œuvre directe des projets de distribution de semences, de distribution de... On peut atteindre les KPI sans que l'État ait à le faire. Le secteur privé est fait pour ça. Mais un secteur privé où l'État va revoir ses relations avec son secteur privé, l'ouverture avec les étrangers, mais l'État qui est vraiment dans les KPI. Je travaille pour que, voilà les objectifs que je veux atteindre, voilà comment je vais repenser complètement le budget de l'État, que les ministères n'aient pas à mettre en œuvre des activités qui peuvent être menées par des start-up, qui peuvent être menées par les PME, PMI existantes, des activités qui peuvent être menées, et l'État souvent n'a pas à même les porter. Je ne parle pas que l'État fasse faire. La passation de marché doit être très ciblée. Encore, je finis par la passation de marché. Un excellent instrument que l'on peut actionner dès demain. Dès demain. Je reviens encore sur la réforme de Senghor, de Pami Blay, le décret de 79. Et je vous exhorte encore une fois, pour tous ceux qui sont intéressés par les questions de création d'emplois, toutes les problématiques qui font qu'aujourd'hui on a peur que le pays ne rate pas ce coche, sont déjà réglés dans l'esprit de design de ce Pami Blay. Mais Senghor n'a pas pu réussir, a priori, parce que ils ont été en avance par rapport au développement économique du pays. Ce n'était pas la bonne période. En regardant le décret, c'est la lecture que j'ai. Ce n'était pas la bonne période pour avoir ce niveau de profondeur de changement. Tout était à faire, tout était à construire. On ne pouvait pas tout de suite imposer une rupture de transformation industrielle de cette envergure, parce que ce n'était pas prêt. Deuxième volet, c'est que Senghor a joué essentiellement sur l'ordre, en voulant imposer les normes, la normalisation, avant que le système de production des matières premières ne suivait pas la demande industrielle. Parce que la boulangerie est une entreprise industrielle. C'est l'une des chaînes de valeur les plus industrialisées d'ailleurs. Parce que tout est industriel dans la boulangerie. Tout est industriel. Maintenant, ce qui existe actuellement, qui n'existait pas, c'est que Senghor a voulu imposer à chaque Sénégalais d'acheter le pain que l'État a défini comme le pain normé. Alors que c'est vous qui devez choisir ce que vous achetez, ce que vous mangez. Ça ne pouvait pas passer. C'est pourquoi ce décret reste à léthargie. Ça ne peut pas bouger. Mais repensons le même décret, mais que l'État se l'impose. L'État en tant qu'acheteur. Chaque jour, il y a au moins 20 000 plats. 20 000 plats qui sont achetés par l'État, chaque jour. Et je vous donne la commande de l'État pour que vous allez comprendre. Une réunion comme ça, où on a 2000 personnes qui se réunissent, on en a chaque jour. Chaque jour, il y a l'État qui organise des ateliers, des réunions, des conférences par un acteur public ou des acteurs du public. On en a un. Et disons que c'est 100 ou 10 ou 15 réunions comme ça, et dans chaque réunion, il y a au moins 50 personnes. Faites le décompte. Et en général, il y a au moins 2 à 3 pauses, une pause café, et on a également souvent un repas. Si ce n'est pas une réunion de plusieurs jours, un atelier de plusieurs jours. Le même décret, en changeant la cible, ce n'est pas le Sénégalais qui doit acheter le pain que l'État a défini. Mais quand l'État dit, si vous gagnez le marché de traiteurs, de restauration, pour une de nos réunions, vous devez obligatoirement incorporer les céréales. Vous devez obligatoirement incorporer les tomates, etc. L'État crée la demande, forcément.
Parce que l'État crée la demande pour le quitus fiscal, pour la citoyenneté fiscale. L'État le fait. Aujourd'hui, pour gagner des marges de l'État, on vous demande de montrer que vous êtes quitte avec le fisc. Parce que ça l'intéresse. L'État vous demande par rapport également à la conformité sociale. On vous demande de montrer que vous avez payé vos cotisations au niveau de l'IPRES. Le même principe appliqué sur l'incorporation pour tout ce qui est les traiteurs. Je vous garantis que si l'État le fait aujourd'hui, la seule problématique qui va lui rester, c'est est-ce que ceux qui vont acheter la matière première, c'est-à-dire le traiteur à qui on a imposé d'acheter du pain, est-ce que ce pain-là peut être fait? Oui, depuis les années 60. Vitea a une palette ouverte d'ailleurs de pain qui peuvent aller jusqu'à 70% d'incorporation. Ça, c'est déjà réglé. Et c'était l'une des lignes directrices qui avait prévalu à l'établissement de ce décret. Le deuxième, c'est l'État. Est-ce qu'on a déjà des industriels qui peuvent fabriquer des mélanges de farine avec des céréales locales? Oui, on a Mamel Jabot. Et même si c'était un marché qui est nécessaire, Takamoul peut tout de suite installer une usine parce qu'ils sont des industriels. En créant la demande, ils peuvent dès l'année prochaine installer une usine de mélange, de fabrication, de traitement de farine à incorporer pour satisfaire la demande du tourisme, des conférences, etc. Mamel Diabot est déjà installé et fait déjà ce travail. Un autre point très important lié à cela, c'est que on peut se dire, mais si vous mélangez avec des céréales locales, le pain va devenir plus cher. Mais ici, c'est l'État qui achète. C'est la commande publique. Ça ne va pas se sentir dans la poche du Sénégalais lambda. L'État achète naturellement le plat et c'est très peu. Nous, sauf ceux qui ont des contraintes diabétiques ou des questions de santé ou des allergies, quand on vient dans ces réunions-là, il y a une pause café ou un repas à midi, c'est très rare qu'on décortique ce qui est dans le pain. Si vous l'avez fait, vous levez votre main, sauf si vous avez des allergies. Vous prenez le pain qui vous semble le plus... Voilà, et en fonction de vos besoins, vous n'allez même pas regarder de quoi est-ce que cela a été fait. C'est des réformes qui ne coûtent pas d'argent et qui sont à la portée de l'État, mais c'est des choses que le secteur privé ne peut pas faire. La création de demandes nécessite de repenser complètement comment l'État joue son rôle, de donner plus de l'espace à son secteur privé local, y compris ce qu'on appelle l'économie populaire, des gens qui sont déjà démontrés que malgré tout ce que le pays comporte comme contraintes, et qui sont en général pas alphabétisés. Ils n'ont pas pour la plupart la chance que nous avons, mais il y en a certains qui ont devenu des champions industriels. Et comment aujourd'hui ces acteurs-là, que l'on peut appeler ceux qui sont dans la distribution, je ne veux pas les nommer, mais par exemple l'ensemble des acteurs qui regroupent en général des acteurs qui sont dans l'informel, dans le commerce et qui maîtrisent le marché et qui ont cette capacité à ajuster. Même s'il y a Covid, c'est des acteurs qui sont là. Il y en a certaines qui ont énormément même investi dans l'industrie sans succès, qui se sont désindustrialisés. On a des champions, mais c'est par pur hasard. On a un Sénico, mais ce n'est pas parce que l'État l'a voulu. Mais il y en a de potentiels, des centaines d'entreprises informelles qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont le potentiel de contribuer plus à l'économie nationale. À côté, ce que l'on a, c'est un dispositif qui met l'accent davantage sur les startups, oui, qu'il faut appuyer. Mais aujourd'hui, les champions, des potentiels champions, les entreprises qui ont un certain taille, un certain niveau d'acquis, mais comment aujourd'hui on peut en faire de véritables leviers de croissance? Encore des réformes qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. Merci beaucoup. On est le panel avec la quatrième question. Au directeur général, cher Tidjane-Sy, je sais que vous n'êtes pas sur 30 routes WhatsApp, je sais que vous êtes très posé et que vous êtes très accessible. Si vous étiez ministre de l'Agriculture, quels sont les trois? Je dis parce que je connais, c'est une personne très accessible, très disponible, qui répond à tout.
quelle que soit l'heure. Et je pense que, comme le président Seydi vient de le dire, l'accessibilité, c'est la chose la plus importante. Un fonctionnaire, il est au service des citoyens, c'est pas le contraire. Voilà. Si vous étiez ministre de l'Agriculture, quelles sont les 3 réformes, que vous poserez pour rendre la filière agricole compétitive? Je vais reformuler la question. Si je devais donner des conseils au ministre de l'Agriculture, voilà, je vais mettre dans cette posture. Oui, vous savez, tous les pays qui se sont développés dans le monde et où on a une agriculture développée l'ont été grâce à l'appui de l'État. Parce que l'agriculture est un domaine qu'il faut soutenir pour permettre à une certaine catégorie de la population de pouvoir, avoir des revenus. Au Sénégal, nous sommes à plus de 50%, 55% de ruraux. Si nous arrivons à les nourrir, à faire en sorte qu'ils aient des revenus, vous aurez fait plus de la moitié du chemin. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre État a besoin de soutenir cette filière pour en faire ce qu'on voudrait. Aujourd'hui, le premier axe sur lequel je pense que, et ça résume un peu tout ce que les panélistes ont dit sur les performances, les contre-performances de notre agriculture, c'est le manque de recherche, d'innovation et de formation. C'est les 3, en fait, c'est le premier levier sur lequel l'État, et là, personne ne le fera à la place de l'État. Aujourd'hui, aucun privé ne peut se lever pour faire de la recherche-développement sur des recherches variétales. Impossible, on n'en a pas les moyens. La formation, c'est du ressort de l'État. Donc ce sont des leviers sur lesquels l'État doit investir. Et si vous prenez un pays comme le Brésil, qui, les gens l'oublient, mais le Brésil, c'est en 1973, le Embrapa, le plus grand centre de recherche aujourd'hui à travers le monde. Moi, j'ai visité Embrapa en 2012, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons ici au Sénégal. C'est un budget de presque 40 milliards de francs CFA annuels. Un centre de recherche, aujourd'hui, il sera, il n'y a même pas 10 milliards de budget. Donc, il est important que l'État investisse dans la recherche. Ça permettra de résoudre le problème de la variété dont on parlait tout à l'heure avec l'arachide. Ça nous permettrait, nous, d'avoir des variétés hybrides plus performantes et plus adaptées. Ça permettra aux fognons de pouvoir avoir des semences performantes qui leur permettront d'avoir les rendements que les producteurs doivent avoir pour pouvoir être rentables. Donc pour moi, la recherche, l'investissement dans la recherche, c'est le premier levier sur lequel le ministre de l'Agriculture devrait orienter ses efforts. Le deuxième levier sur lequel on parle souvent de politique de soutien à l'agriculture. Quand on parle de politique de soutien à l'agriculture dans nos pays, la première chose à laquelle nous pensons, c'est la subvention. Aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans même, la première ou la principale source de soutien à la politique agricole au Sénégal est adossée aux subventions. Ce que nous faisons depuis 20 ans et qui ne marche pas. Quand on met en place une subvention dans une filière, c'est pour atteindre des objectifs. Prenons le cas de l'arachide. On se dit, on va soutenir l'arachide pendant 10 ans parce qu'on a une production de 150 000 tonnes. On va arriver à une production de 800 000 tonnes sur 10 ans. On va injecter de l'argent dans cette filière pendant cette période sous forme de subventions aux intrants, sous forme de subventions aux matériels agricoles, etc., pour pouvoir atteindre cet objectif. Mais au Sénégal, il n'y a pas cette projection sur les perspectives d'atteinte d'objectifs SMART qui puissent nous dire qu'à telle période, il faudra s'arrêter parce qu'il faut passer à autre chose.
Aujourd'hui, si vous regardez les pays comme le Brésil ou bien comme le Maroc, les subventions, je prends le Brésil, les subventions aujourd'hui ne sont pas faites véritablement sur les intrants directement. Le soutien à l'agriculture est fait sous forme de financement des agriculteurs. Bonification de taux, de crédit, fonds de garantie, pour permettre aux producteurs de pouvoir avoir un financement. Parce que, quel que soit le niveau d'implication de l'État sous forme de subvention, l'État ne pourra jamais permettre à un agriculteur de réduire à un minimum. Parce que la subvention, en fait, ça permet à l'agriculteur de gagner un revenu. Mais aujourd'hui, si on lui permet de mieux produire, ce que l'État met dans la subvention va se répercuter automatiquement sur les performances de l'agriculteur. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on repense, le ministère de l'Agriculture doit repenser les mécanismes de soutien à nos agriculteurs, ne pas se focaliser sur la subvention. Bien entendu, il y a un certain niveau, disons, de producteurs qu'il faut continuer à soutenir parce qu'ils sont des producteurs à revenus très faibles. Cela, je pense qu'il y a un niveau de soutien qu'il faut continuer, mais ça reste dans le cadre purement social. Mais si on veut soutenir des agripreneurs, donc ce qu'on appelle les agriculteurs entrepreneurs, il va falloir le faire dans un autre schéma en termes de financement de leur production, mais surtout en termes de financement des infrastructures. Aujourd'hui, je prends le cas aujourd'hui du nord du Sénégal. On parle de 240 000 hectares de surface aménageable depuis presque 1981, après la construction du barrage de Diama. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore dépassé les 100 000 hectares de superficie. Ce qui nécessite des investissements massifs de l'État dans la grande hydraulique pour qu'on puisse aller vers une agriculture irriguée et ne plus dépendre de l'agriculture pluviale. Sans cela, nous allons toujours être dans un cercle vicieux. Donc, il y a un niveau d'investissement massif pour qu'on arrive à avoir, un projet dont je parle souvent maintenant, ce qu'on appelle les zones aménagées. Monsieur le président de la PCLA qui parle beaucoup de ZES, zones économiques spéciales pour l'industrie. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir des zones aménagées spéciales pour l'agriculture. Vous arrivez dans une zone, vous faites des investissements massifs pour la grande hydraulique, vous définissez une planification rigoureuse pour dire que dans cette zone, voilà ce que moi je voudrais que les agriculteurs fassent. En contestation, bien entendu, avec eux, pour leur permettre de mieux planifier leur culture. On ne sera plus dans une logique où tout le monde fait de l'oignon en même temps, après on a des problèmes pour vendre. Tout le monde fait de la pomme de terre en même temps, on aura des problèmes pour vendre. On sera dans des zones où les plans de culture, les assolements, les rotations seront pensés avec eux, mais aussi qui répondront à des normes de compétitivité. Voilà un peu moins. Et cela rentre dans ce que mon ami disait tout à l'heure, ce qui se fait un peu partout dans le monde, ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. Aujourd'hui, on est dans un monde, vous l'avez dit tout à l'heure, un monde de concurrence. Si vous n'êtes pas performant, vous ne pouvez pas vendre. Dans l'industrie, 1 franc de marge, c'est important. Donc, si aujourd'hui, on n'est pas performant au niveau agricole, donc il faudra créer ces pôles de compétitivité où on met en commun la recherche, la formation, les privés, le secteur public, pour qu'ensemble, sur la base de thématiques bien ciblées, en termes de rentabilité, en termes de gain de productivité, en termes de souveraineté, on en parle souvent, qu'on se dise, nous, on veut que l'arachide, dans 5 ans, il n'y aura pas un seul grain d'arachide qui sortira de ce pays. On va faire en sorte que, dans 5 ans, toute la production arachidière va atteindre telle quantité pour pouvoir atteindre tel niveau de satisfaction des populations, de la consommation nationale. Donc ça, ce sont des pôles de compétitivité qui vont rentrer dans cela. Le troisième levier, et ça je vais terminer, c'est, on en parle, mais on n'a pas encore la solution, c'est le foncier. Il faut le reconnaître. Rahmatullah alayhi, Sourang a essayé, il est parti, que Dieu ait son âme.
plusieurs, notre doyen Doudou Ndoye a essayé, il n'a pas pu. Aujourd'hui, les réformes foncières au Sénégal, on n'arrive pas encore, en tout cas, à trouver une solution. Mais moi, je dirais qu'on peut trouver des solutions hybrides, sans changer la loi, avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, les agrégations entre... Parce que les problèmes qui se posent dans le foncier, c'est le problème entre l'agribusiness et l'agriculture familiale. Créons des agrégations entre agribusiness et agriculture familiale, où des agribusiness ont l'obligation, il y aura des échanges de bons procédés entre les deux acteurs, on s'installe dans des zones, on crée des agrégations, on vend des services ou bien on offre des services aux producteurs qui sont tout autour pour leur permettre de se hisser vers le haut et avoir ce partenariat où l'agrégateur se positionne soit en acheteur en tant qu'industriel ou bien en tant que stockeur pour pouvoir réguler le marché et être dans une logique de partenariat et non pas dans une logique de compétence comme tel que l'on a voulu le dire. Voilà un peu pour moi les trois leviers sur lesquels je pourrais peut-être agir en tant que... et qui ne demandent pas aujourd'hui de changer les lois de manière, disons, profonde. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, je vais dire. Je pense que j'ai rien à ajouter. En fait, vous avez tiré les conclusions de ce panel-là. Je vous demanderai vraiment de les applaudir tous et moi, je vous exprime toute ma gratitude.